Allez, du coup, salut à tous, on enregistre, donc là je suis dans la live room avec ceux qui ont pu être présents, comme ça ils peuvent poser des questions et on va partir du principe que ils sont une minorité représentative du reste euh, de la démocratie de ce Discord, donc même si vous n'êtes pas présent en direct, c'est pas grave, normalement je pense que ils vont à peu près poser les questions que vous devez vous poser également, donc je le garde sur un écran séparé pour que vous ayez le maximum de visibilité ici, hein, et bien entendu je lirai les questions autant que faire se peut en même temps. Donc on va essayer de revenir sur la journée qui est extrêmement complexe, certes, mais très 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 éducative. J'ai essayé de vous la suivre en temps réel, donc de vous annoncer les plans avant, alors même pas du coup en temps réel, mais en amont, c'est-à-dire d'essayer de vous dire ce que je vais trader après, pour qu'il y ait cet effet d'anticipation qui est pour moi tout le cœur du métier de trader, c'est-à-dire pas juste réagir à ce qui se passe dans les médias, mais construire un plan et réagir quand on arrive dans la zone d'activation de ce plan. Bon, ça a été un petit peu difficile de le gérer sur toutes les notifications, on va pas se mentir, dans le sens où ça a été un peu punchy sur la journée aujourd'hui sur le Nasdaq en termes de rapidité d'exécution des mouvements. Donc, il y a par moments certains messages qui ont été publiés à quelques secondes avant que ça se produise. Mais évidemment, il faut quand même compter le temps que je le tape, hein, c'est-à-dire que vous aurez l'heure de postage sur chaque message, donc vous pourrez voir à quel moment ça a été posté sur le graphique. Donc attention, des fois je poste juste avant ou juste quand le truc est en train de se produire. Prenez donc en compte le fait que je ne suis pas un robot et que pour taper ces messages, il faut parfois plusieurs minutes. Donc si le message est posté alors que c'est immédiatement en train de se produire, bah c'est qu'en fait je tape ce message depuis déjà probablement 5 minutes. Voilà. Donc c'est quand même pour ma défense sur ce truc-là. Bref, ceci dit, d'autres mesures de prévention ici avant qu'on attaque le vif du sujet. Donc bien comprendre qu'il y a une quantité astronomique d'informations qui va être revue aujourd'hui. Et même si on va prendre un peu plus le temps de rentrer dedans et de revoir tout ça au calme, sans la pression d'un marché en temps réel, ça fait beaucoup d'informations qui vont arriver. C'est surtout que je ne veux pas que vous reteniez tout ce qui va être dit ici, clairement pas, parce que la plupart du contenu ici est un contenu au moins intermédiaire, voire expérimenté. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que ces notions-là commencent à s'imprégner dans votre cerveau. C'est plus de dire, vous n'allez pas tout comprendre aujourd'hui et c'est clairement normal. Si vous vous sentez submergé d'informations parce que vous êtes débutant, c'est normal. C'est plus de dire, voilà, ces infos, elles vont être stockées dans un coin de votre tête, dans l'inconscient, et j'espère qu'une partie de ces informations pourra résonner plus tard quand vous apprendrez ces contextes un petit peu plus avancés. Donc c'est plus de dire aujourd'hui, c'est pas une démonstration de force pour dire je suis trop fort, j'arrive à lire le marché, mais vous faire comprendre que tout ce qui a été fait ici, c'est pas de la boule de cristal, c'est l'utilisation de patterns que je vous apprendrai à maîtriser. Par contre, il faut être suffisamment patient pour maîtriser l'ensemble de ces trucs-là. Donc, vous ne mettez pas la pression trop vite aujourd'hui en disant « j'y arriverai jamais, il y a trop de trucs à faire », mais de vous dire « ça se fait petit à petit ». Voilà. Cette progression, elle n'est pas insurmontable, elle vous paraîtra insurmontable si vous êtes en bas de la montagne, mais en soi, quand vous êtes en train de grimper, bah, petit à petit, vous allez vous rendre compte que c'est pas si inatteignable que ça, et en fait, au contraire, c'est même pas si compliqué que ça. Mais il faut mettre les pierres dans le bon ordre, il faut pas se perdre en route. Voilà, donc j'en fais référence et je fais écho évidemment aux vidéos d'intro que je vous ai fait sur la partie plus académique sur YouTube. Aujourd'hui, on va juste essayer, entre guillemets, donc d'introduire des notions. Donc soit que certains connaissent et ça va leur renforcer, soit que certains commencent à appréhender parce qu'ils sont de niveau intermédiaire et ça va structurer un peu plus leurs connaissances. Et de toute façon, on reverra tout ça dans le contenu éducatif bien formalisé sur les vidéos sur YouTube. Donc en fait, aujourd'hui, c'est plus de dire, c'est un exercice pratique, plus qu'autre chose, dont j'espère que quelques petites informations seront stockées dans votre inconscient et qu'elles vous serviront plus tard dans votre formation. Voilà. Donc allons-y, on attaque. Donc il ne s'agit pas du Bitcoin, pardon, mais du Nasdaq. Donc le suivi qui a été fait sur le Nasdaq. Je vais reprendre les notifications en cours les unes après les autres et on va revenir donc sur ces dernières. Tac. Voilà, du coup, alors celle-là, c'est la première des notifications qui étaient envoyées, donc ce matin, enfin cet après-midi, du coup, là, donc 13h08 en préparation, etc. Donc le message, là, c'est donc de contextualiser son marché. À ce stade-là, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare donc sa session, on regarde où on en est et on essaie de trouver la pattern à laquelle ça colle. Bon, ça, c'est une pattern qu'on avait préparée depuis hier soir, où donc le plan était de dire, on a un flux baissier, on n'a pas de rebond en fin de séance, donc très probablement une nuit à plat, donc on va attendre que les ranges maturent pour essayer de chercher donc des trades en suivi de tendance, puisqu'hier on a donc un beau breakout bien visible sur la partie donc 15 minutes. Toujours bien cadrer son marché. Donc l'essentiel c'est de passer différents time frames jusqu'à ce qu'il y ait vraiment une pattern
très clairement reconnaissables et identifiables qui émergent. Okay, on cherche d'abord à contextualiser son marché. C'est hyper important, c'est ça dans la démarche que vous devez arriver à faire après. Alors évidemment, quand vous êtes débutant, des patterns que vous reconnaissez de façon pseudo-automatique, il n'y en a pas beaucoup, parce que vous apprenez surtout la troisième borne de range. Donc effectivement, à ce stade-là, les breakouts et tout ça, vous n'êtes pas vraiment familier avec tout ça. C'est là où évidemment, j'essaie de vous assister un peu pour vous pousser vers l'avant. Donc là, effectivement, je vous ai dit, que vous le sachiez ou que vous ne le sachiez pas, c'est le time frame qui cadre, c'est le 15 minutes. D'accord ? En tout cas, pour moi, c'est celui qui faisait le plus de sens. Et à ce stade-là, donc, on était en pattern, breakout, divergence ici. J'ai essayé de reprendre mes petites flèches. Voilà. Donc, c'était bien breakout par là. On voit bien la target de break débordée, les boîtes de contexte qui se font fumer. Là, à ce stade-là, on a vraiment tous les éléments d'un breakout carrément académique. Voilà. On sort de la zone de range qu'on avait vu, les canaux haussiers. Bref, voilà. Enfin, la totale ici pour dire il y a tout ce qu'il faut pour valider un breakout. Vient la phase donc où, à court terme, on commence un peu à brouter sur des premières zones d'objectifs. Okay, et à ce stade-là, donc, on forme la phase de divergence, c'est-à-dire que le momentum post-breakout commence à ralentir. Rassurez-vous, on reverra tout ça bien en détail quand on fera les émissions sur ces différents contextes. Je vais le faire, aujourd'hui, ce n'est pas une émission qui se substitue au contenu éducatif de la chaîne YouTube. C'est vraiment en parallèle, c'est du TP. Donc je vais un peu vite volontairement. Okay, donc de s'ensuit normalement, en fait, ici, la seule chose qu'on voit là, en général, ce sont donc des pullbacks sur les UT inférieurs. Tout est affaire de millefeuille. Voilà. Donc en fait, ce qui cause la divergence sont des pullbacks sur les UT inférieurs qui ralentissent le flux, etc. Du coup, ce matin, ce qu'on fait, c'est que du coup, sur l'UT supérieur, on fait la même pattern que celle qui a été faite là, c'est-à-dire on passe un peu de temps à plat, à neutraliser le mouvement baissier, et on repousse. C'est-à-dire que l'objectif d'un pullback, c'est d'aller chercher derrière un excès final, mais cet excès final en soi peut très bien n'être que la divergence d'un time frame supérieur qui viendra reformer son propre pullback et qui ira continuer former lui-même, etc., etc. Vous comprenez ? En fait, la tendance qu'on connaît aujourd'hui et qu'on a marquée ce matin en 15 minutes, et qui est donc une tendance qui atteint son objectif, son excès final, la fin de sa structure logique, ne veut pas dire que le mouvement est terminé. Le mouvement peut s'extrapoler sur des timeframes supérieurs. Et d'ailleurs là, le cadre dans lequel on est aujourd'hui, la bulle spéculative, est probablement l'effondrement spéculatif qu'on peut connaître de ces types de structures, en tout cas la probabilité assez forte de passer d'une tendance haussière à une tendance baissière, risque clairement de créer ces structures-là. Où en réalité, ces patterns de pullback, puis excès, puis pullback de time frame supérieur, puis excès de time frame supérieur, puis pullback, puis excès, peuvent très bien en réalité passer d'une tendance haussière à une tendance baissière. Il n'y aura jamais de retracement. On ne fera que faire des suivis de tendance, c'est-à-dire des pullbacks d'excès, de pullbacks d'excès, de pullbacks d'excès, en relâchant l'énergie toujours sur les time frames supérieurs. Ce qui veut dire, ici d'abord on crée donc des petits pullbacks, on va dire en 1 minute, qui font des divergences 3 minutes. Ces divergences 3 minutes créent des pullbacks 3 minutes, qui créent des divergences 15 minutes, qui créent des pullbacks 15 minutes, qui créent des divergences horaires, qui créent des pullbacks horaires, qui créent des divergences 4 heures, etc. etc. Okay ? Donc il faut bien faire attention à ce schéma-là, où en fait on peut très bien maintenant extrapoler les débuts de tendance qu'on a formés sur ces timeframes relativement court terme à des unités de temps beaucoup plus larges. Voilà. Du simple fait ici donc du cas spéculatif de la bulle. Voilà. Donc ça c'est pour notre contexte, okay, donc une tendance baissière 15 minutes qui fait suite à une tendance haussière 15 minutes, qui est donc un cas très particulier de renversement, d'éclatement de bulle probable. Donc ici on est conscient que laisser traîner des soldes de vendeurs, c'est pas une mauvaise chose, clairement. Et voilà, donc on cherche en tout cas ces stratégies de pullback, voilà un peu tout ce qui avait été dit ici. Donc je relis vite fait la notif pour vous remettre dans le délire, donc c'est un peu globalement ce que je viens de vous dire ici. On va voir maintenant si elle se valide en allant sur le contexte acheteur, c'est-à-dire qu'on recherche un range mature. En fait, le trade en pullback, pour aller vraiment très simple, c'est ni plus ni moins qu'un range mature qui retrace très peu. Donc en fait, la première des choses qu'on va chercher, je vais utiliser le graphique ici parce que ce sera plus sympa, c'est donc de dire, il faut rechercher une structure de range. Comment on dessine une structure de range ? On regarde comment se comportent les contextes. D'accord ? Et le principe, c'est de dire, comment on fait ? Moi, je ne regarde pas le prix. Alors, comme d'hab, je peux même supprimer le prix. En fait, ça ne me sert à rien. La seule chose qui me sert ici, c'est de dire, premier élément, quand je vois ma phase de divergence, je mets tout de suite mes Fibos. D'accord ? Évidemment, à chaque fois qu'on fait un nouveau point bas, je mets à jour mes Fibos, toujours entre le sommet qui a été fait et le point bas actuel, avec donc mise à jour au fur et à mesure qu'on glisse. Le principe derrière, c'est d'étudier le nombre de fois qu'on tape les contextes. D'accord ? Donc, point bas égale, je recommence mon décompte à chaque fois. Alors,
que j'arrive à récupérer mes petites fléchounettes. Voilà. Donc là, par exemple, ici, on fait bien contexte à contexte, mais derrière, on fait un nouveau plus bas. Donc on redémarre à 0, ok. Et ici, donc ça fait 1, 2, ok. Nombre de fois qu'on tape les bornes. 3, 4, 4, 5, 6 et 7. Donc, enfin 7, mais à la 7e borne, on a eu la rupture. Donc ici, on a un range qui a formé 6 bornes et qui a été cassé. Rappelez-vous, les ranges, c'est toujours normalement des structures paires, des comptes paires de vagues. D'accord ? Les structures de suivi de tendance vont se faire sur des ranges dont normalement la maturité se fait par des comptes pairs. Donc vous aurez toujours normalement 2, 4, 6, etc. 8, 10, 12 vagues pour avoir normalement un suivi de tendance. Bon, de toute façon, si vous calculez mécaniquement, ça ne peut pas être autrement, hein, c'est juste une logique implacable. Donc voilà comment on compte. Alors, comment on compte ? La première vague ici, c'est toujours un trade en reverse, donc c'est un trade d'expérimenté. Ce n'est pas un truc que vous choisissez de trader vous normalement. Donc ça, normalement, vous ne touchez pas. Surtout ici, on était sur des zones de frein en 15 minutes, les trendlines qu'on avait... Bon bref, là, je n'ai pas le temps de rentrer dans tout le détail, mais bref, ici, on savait qu'il y avait une forte chance que ça freine et qu'on fasse les fameux pullbacks. Donc, l'essentiel ici, c'est de compter les vagues. Donc, comment on compte une vague ? On ne la compte et on ne peut la valider que quand on atteint le contexte opposé. Autrement dit, la première vague n'existe qu'à partir de ce moment-là, ici. Ok ? Là, je sais que j'ai atteint mon contexte opposé, donc je peux valider mon bottom, tant qu'on va rester au-dessus. Ok ? Derrière, pour valider la deuxième vague, ça ne se fait qu'ici, quand on rentre dans le contexte opposé. À ce stade-là, je peux valider ce mouvement-là. Je sais qu'il est ancré dans le dur et qu'il ne bougera pas. Maintenant, je ne sais pas où va s'arrêter ma troisième borne de range. Et si elle continue et qu'elle fait un nouveau plus bas, on redémarre à 0. Première vague, puis 2, etc. Okay ? Donc, à ce stade-là, je peux valider ça. Je dois juste me maintenir au-dessus du plus bas et attendre de venir chercher le contexte opposé. Pour à ce stade-là, donc, valider ma troisième borne de range. Okay ? Donc là, ça fait 1, 2, 3. Et là, je suis en train de chercher ma quatrième. Regardez ici ce qu'on a fait. On est venu très proche. On n'est pas venu dans le contexte. Donc ici, ce n'est pas la quatrième borne de range. On est toujours en train de la chercher. En soi, si je dois schématiser ce qu'ont fait les prix, tout ce qui s'est passé là, pour moi, ça n'a aucune importance. Pour moi, ça fait tac, tac et tac. Et là, pour trouver notre quatrième borne ici, on l'a fait en 2 fois. Mais pour moi, c'est essentiel, ça reste un seul mouvement de trading. Derrière, on vient faire une 5e borne qu'on peut valider, et on peut valider la 4e qu'à ce moment-là. Okay, là où on a échoué à le faire ici, justement, et vient en place donc la 5e borne qui se valide ici, et ici, 6e borne, ici, et après, la phase de breakout. Okay, donc on va revenir sur l'essentiel de cette structure, comment elle s'est mise en place, comment elle a évolué, et comment moi j'ai réagi à l'intérieur de ce truc-là, au fur et à mesure que les informations arrivaient. Ok ? Donc la première des choses, c'était donc déjà d'attendre. Je vous ai dit dès ce matin, ne tradez surtout pas la troisième borne de range dans un pullback, vous risquez de vous faire péter les dents. Même si ce trade, encore une fois, ici n'a pas produit de signal, vous ne pouviez pas le trader, mais la troisième borne de range, c'est le trade que vous devez normalement apprendre à reconnaître. C'est-à-dire que si vous aviez voulu trader la troisième borne de range, elle était là. Cette troisième borne de range, de toute façon, même si on ne la trade pas, on notera toujours ce niveau de prix. Parce qu'on va s'en servir très souvent dans pas mal de patterns, de niveaux expérimentés que je vous apprendrai après et dont on va parler de certaines d'entre elles aujourd'hui. Donc à ce stade-là, d'accord, je valide ma troisième borne de range, je n'ai pas eu de signal pour en parler, mais c'est à ce stade-là que je connais l'existence et la validité de ma troisième borne. Okay, la quatrième, et à partir du moment où on est ici, d'accord, c'est là où je vous ai envoyé une notification, la suivante de mémoire, si ma mémoire est bonne. Je vais juste aller retrouver celle-ci. Si j'arrive à récup. Voilà, la suivante. Là, on en était où? Qu'est-ce que je vous ai mis? Voilà, là, le range était mature, donc on était là. Voilà, c'est ça. Donc là, on est bien dans ce que je vous ai dit, preuve à l'appui, et vous pouvez regarder donc les durées, les heures de publication, mettre tout ça par rapport à vos graphiques, si vous voulez absolument vérifier 100% de la véracité de ce qui est dit ici. Hein, pas de blabla, mais des faits. Voilà. Si vous voulez vérifier, les faits sont là, vous en faites ce que vous voulez. Donc le principe étant là, okay, pour naviguer cette structure d'élargissement, alors pardon, voilà. Donc à ce stade-là, quand on a 4 bornes validées et confirmées, c'est-à-dire qu'on est en train de faire la 5e borne, mais qu'on peut valider les 4 précédentes, c'est là où on peut dessiner la structure de son range. Normalement, à ce stade-là, on considère donc que le range est mature et validé, et on peut dessiner sa structure. C'est donc là où je trace les 2 trendlines. La trendline qui passe par le point 1 jusqu'au point 4, et la trendline qui part du point bas
jusqu'au point 3. Qui part de la troisième borne, donc ici, jusqu'à la jusqu'à ma quatrième borne. Voilà. OK? Et à ce stade-là, donc, je peux dessiner ma structure. Alors, pardon, que je ne vous dise pas de conneries. Voilà, à ce moment-là, c'est 1, 3. La cinquième borne n'existe pas encore. D'accord? Donc, la trendline se trace à partir de ce point. Je vais y arriver. Hein. Je me balade avec mes raccourcis, c'est la misère. Donc, ça se met en place entre ce point et ce point qui permet de tracer cette trendline. D'accord? Et ce point, qui sont donc première, deuxième, troisième, quatrième borne de range. Okay? C'est pour ça qu'elles sont importantes, ces bornes, parce que c'est elles qui vous permettent de trouver les points d'ancrage de votre trendline pour tracer la deuxième. À partir de là, votre range est mature. C'est-à-dire que tant qu'on ne sort pas de la structure, le range doit être non tradé. C'est-à-dire qu'à partir de là, vous ne pouvez plus trader. Okay? Donc, la quatrième borne de range, okay? Quand vous êtes à 3 et que vous êtes en train de chercher la quatrième borne, comment on trouve un trade en pullback? Le trade en pullback, ce trade-là, comment on le trouve? Ce n'est pas compliqué. En soi, il faut donc que vous ayez ce range mature, donc la recherche d'une quatrième borne de range, et il faut que vous soyez proche d'un niveau Fibo. 23, 38, maximum 50. Au-delà de ça, on est sur du range, donc normalement, ça ne doit pas se produire ailleurs que ça. On trade toujours à proximité de ces Fibo. OK? Ou dans certains cas de figure dont on va parler après, d'autres choses. Mais pour l'instant, on trade toujours à proximité des Fibos. C'est là que se trouvent les clusters spéculatifs des trades en pullback. Donc, le premier trade en pullback, il est là. Maintenant, pour trader un pullback, il faut un signal. Donc la première des choses, c'est qu'il faut une gestion du risque sur cet endroit-là. Ici, on ne pouvait pas faire mieux. On a quoi? L'algo qui détecte un signal de range mature. Bon, tu ne peux pas faire mieux. Entre guillemets, tu cherches une pattern et l'algo qui n'en a rien à foutre de ce que tu penses. Il faut bien comprendre que l'algo, lui, il n'est pas là pour lire dans ta tête. Il est là pour faire son travail de recherche de pattern, etc. Qu'est-ce qu'il voit? Cette pattern, si vous avez lu le PDF, veut dire range mature. Bon, en gros, tu cherches à trader un range mature, tu as un algo qui ne sait pas ce qui se passe dans ta tête qui te dit « moi je vois un range mature ». Bon, c'est pas mal. En plus de ça, un signal de gestion du risque vendeur, là, clairement, il ne faut pas se prendre trop la tête, on y va. Voilà, donc là, c'est vente du pullback, proche du Fibo, etc. Voilà, à ce stade-là, on ne réfléchit pas trop, on prend son trade en pullback. Il arrive donc ici à validation. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, on sait que le trade a réagi. C'est là où on peut placer son stop-loss au marché. On réduit son risque. Okay? Après arrive la confirmation. On atteint la borne opposée. À ce stade-là, on a donc validé notre quatrième borne de range. À ce stade-là, on peut réaliser sa gestion du risque. C'est-à-dire que là, soit on fera un TP partiel, soit on place son stop-loss à break-even. Bref, on réalise une réduction de son risque supplémentaire. Okay, à ce stade-là, le trade étant confirmé, il ne doit plus y avoir de perte. Donc soit vous prenez un TP partiel pour payer le stop-loss, soit vous placez le stop-loss à break-even, soit vous réduisez le stop-loss et vous faites un TP partiel. Bref, il y a tout un tas d'options possibles ici et elles vous sont personnelles. Ça dépend de votre sensibilité au risque. Il n'y a pas de formule générale ici, mais plutôt plusieurs options qui sont plus ou moins adaptées à fonction des différents contextes, etc. Donc évidemment, on peut se servir du signal. Là, en l'occurrence, le signal, c'est juste TP. Ici, il n'y avait pas de raison d'être extrêmement alarmiste, mais c'était quand même recommandé de prendre un petit TP. OK? Donc moi, à ce moment-là, comme d'hab, vous me connaissez, trader qui aime bien prendre du risque, moi, je m'en bats les couilles, je me dis TP, c'est la pattern la plus merdique en termes de gestion du risque, fuck off, je garde la position entièrement ouverte et je mets juste le stop à break-even. Donc le marché, boum, me retrace, parce qu'évidemment, il vient donc chercher cette trendline. Et moi, ce que je voulais, c'était qu'on accumule ici, puis qu'on fasse le breakout baissier, okay, qui était donc la stratégie qui avait été annoncée également. On y revient, ça a été annoncé avant, c'est hyper important. Donc, bien comprendre que les débutants devaient attendre le breakout baissier de la structure ou un retracement supérieur à 61% pour trouver un range. Mais du coup, sur des time frames plus adaptés au range, donc probablement de l'horaire. Okay, encore une fois, tout ça, c'est annoncé avant. Voilà. Donc derrière, on y arrive. Le problème, le marché ici à l'ouverture américaine. Donc, ici, on a le NFP, donc un catalyseur externe au marché qui vient influer les prix. Ici, à 14h30, tac, je vais tracer la ligne verticale si j'y arrive. Voilà, ici, 14h30, le NFP, qui est au final bien meilleur que prévu, etc. On voit bien la petite pique de volume. À ce moment-là, le marché s'envole. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, il réalise des breakout acheteurs. Donc je me dis, ok, breakout acheteur, ça peut arriver, mais ce n'est pas vraiment dans le sens de ce que moi je veux. Normalement, dans un range, on break
en bas, en haut, vous voyez, on break dans tous les sens, mais normalement, on n'arrive pas à installer des tendances. Donc je me dis, bon, soit ils vont nous la foutre à l'envers et ils vont sortir du range par le haut. C'était dans la notification, vous pouvez relire avant. Ok. Et dans ce cas-là, on ira chercher des ranges vers minimum 61% de retracement. Et dans ce cas-là, le mouvement baissier est avorté et contrecarré par un mouvement acheteur. Soit on ne sort pas de la structure de range, et dans ce cas-là, on tient ses positions et on reste en place. Autrement dit, ceux qui ont mis un stop loss à break-even ici, comme moi, parce qu'on était très agressif, qu'on avait choisi de ne pas prendre de TP partiel et compagnie et de ne pas maintenir son stop loss ici, d'accord, on va dire au moins à mi-chemin entre la zone 23 et 38, à ce stade-là, ceux qui avaient mis un stop loss là et qui avaient payé le stop loss n'ont pas été stoppés. Ils sont toujours dans leur position initiale. Moi, je suis très agressif, donc j'ai dit je me mets à BE. Et si je me fais stopper, j'aviserai pour reprendre une position. Confère le trade, confère la notification, tout est dedans. Hein. Je vous explique que si je me fais stopper, je verrai pour reprendre un trade, soit vers la zone 38, soit si j'ai quoi que ce soit d'autre qui me permet de le faire. Donc ici, je me fais stopper. Qu'est-ce qui m'arrive juste derrière? Hop, une alerte de volatilité. On est où? Sur la borne de volatilité. Oh bah tiens donc. Et en plus de ça, sur la borne haute de mon range. Putain, qu'est-ce que tu veux de plus pour te servir? Un signal, boum, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe là? Je m'en bats les couilles, je reprends ma position. Et comme évidemment là, en plus de ça, j'ai un meilleur ratio risque-rendement, parce que ce prix-là est moins attractif que celui-là, eh ben, j'ai pris une position un petit peu plus grosse. Un tout petit peu plus grosse. Ok, donc je reprends ma position. À ce stade-là, il y a bien un stop loss. Je viens de me faire stopper, je re-rentre sur la borne de volatilité. Ok, à ce stade-là, réaction immédiate du marché, ça rejette tout de suite la borne de volat. Et c'est là de mémoire que je vous envoie la notif suivante. Voilà, je vous dis donc petit nettoyage de la borne de volatilité, blablabla. Bon, les expérimentés connaissent cette pattern, effectivement, où on est donc toujours dans la structure de range, où on essaye d'en sortir très marginalement, et on va juste chercher la borne de volatilité pour nettoyer les spéculateurs à court terme, et derrière, on reprend très clairement le sens du flux majeur, et là, pour le coup, c'était vraiment donc très rapide, catalysé par l'ouverture des marchés américains. Autrement dit, ils vont vraiment nettoyer à la borne de volat à l'ouverture, ça short tout de suite, et là, derrière, le flux baissier se met en place. Là, évidemment, je vous dis à ce stade-là, voilà, putain, ça va vite, je galère à suivre, hein, c'était déjà, je galérais à ce moment-là. On est arrivé au canal de tendance, donc on était à ce moment-là, quand j'ai commencé à taper ce message, d'accord? Évidemment, regardez, le temps que je le poste, on était déjà en bas, hein, donc ça allait très très vite à ce moment-là. Le cluster technique, il est là. Ok, à ce moment-là, je vous dis clairement, voilà. Alors, attendez, je reprends mes petites flèches. Donc je vous dis, canal de tendance, donc on met de nouveau la position à break-even, c'est-à-dire que cette position-là, elle est de nouveau validée, donc on peut réduire son risque, ok, donc stop à break-even, on paye son stop-loss, bref, toutes les options possibles de gestion du risque que vous voulez en fonction de votre profil. Pour les autres, à ce stade, le range est mature, le rejet baissier de la borne de volat, la pattern la plus problème maintenant, c'est le breakout baissier. Voilà. Donc ça, pour les expérimentés, ils le savent normalement. Quand on a un rejet de la borne de volatilité dans un range mature, normalement, ça précède le breakout. Donc, je vous expliquerai toutes ces patterns plus tard. Mais voilà, au moins, aujourd'hui, vous prenez pour argent comptant. C'est une pattern que j'apprends aux plus expérimentés. Autrement dit, ici, à ce stade-là, le breakout, il n'est pas garanti, parce que rien ne l'est jamais, mais il est très probable. Autrement dit, qu'est-ce qu'on fait ici? On ne fait pas de TP. Donc moi, évidemment, je ne fais pas de TP. Je garde ma position intégrale ici et j'attends que le breakout se mette en place. Ok, le breakout se met en place, donc à la zone de rupture, premier renfort. Qu'est-ce que je fais? Je reprends une position. Je ne double pas la taille de la position. Le trade en breakout n'a pas la même gestion du risque qu'un trade en pullback. D'accord, un trade en pullback est un trade par anticipation. Il offre un bon risque ratio rendement, donc on peut avoir une taille de position assez importante, enfin en tout cas qui rémunère. Le trade en breakout, c'est un trade généralement de ratio 1 pour 1, c'est-à-dire que l'objectif qu'on va viser se trouve à une distance à peu près égale de la zone où il va falloir mettre son stop loss. Autrement dit, ce n'est pas un trade qui rapporte beaucoup d'argent en termes de ratio risque-rendement. Donc, ce n'est pas le trade où il faut bourriner des grosses tailles de position. Donc là, c'est un renfort de taille de position. De mémoire, ça a dû être 25% de plus. Okay, autrement dit, si j'ai 2 lots ici ou si j'ai 4 lots ici, j'en prends un supplémentaire ici. Okay, à peu près 25% de renfort de la taille de position. Et je prends donc le trade en breakout. À ce stade-là, je vous envoie la notif suivante, si ma mémoire est bonne. Voilà. Quand le break est trop violent, parce que donc j'ai bien vu que pour certains, c'est allé super vite, parce qu'il fallait normalement attendre les clôtures, et la clôture 15 minutes, elle s'est faite ici. Alors, je vais vous remettre les prix, parce que là, je pense qu'on a besoin de voir les mouvements de prix, vu que ça a été très brutal.
Voilà. Alors là, on va devoir zoomer en 3 minutes. Ben, on y est déjà. Voilà. Donc, moi, j'ai pris ici, c'est-à-dire, moi, j'attends toujours une clôture et une bougie de breakout. Donc, on sort de ma structure en 3 minutes. Donc, moi, c'est ici que je revends. La bougie suivante, je vends ici et terminé. Je vends à l'intérieur. Je vais vous expliquer pourquoi il faut vendre ce prix-là spécifique. Pardon, moi, c'est ce prix-là que je vends. Okay, donc, je vends à ce moment-là, ici. Je vais vous expliquer ce prix. Alors, bon, je ne vais pas faire de suspense. En fait, pourquoi je vous apprends à placer vos troisième bornes de range? Parce que c'est hyper important. Quel est le prix précis que j'ai revendu 2 fois? C'est celui-là. Alors, il faudrait que j'arrive à le tracer bien horizontalement pour être bien précis dans la... Bon, on est à peu près droit. Ok? Donc, le prix que je revends, c'est celui-là spécifiquement. Ça n'a rien à voir avec ce bottom-là, d'accord? Ça n'a rien à voir avec ça non plus. Ça n'a à voir qu'à une chose, c'est le cours d'ouverture de la bougie de renversement de ma troisième borne de range. Ok? Autrement dit, la bougie qui a causé le renversement de ma troisième borne de range, je prends son cours d'ouverture. Ok? Ça, c'est un truc que vous pouvez prendre, garder dans un coin de votre cerveau pour plus tard. Et comprenez bien donc, que quand je vous apprends les troisième bornes de range, ça ne sert pas juste à trouver un trade de troisième borne de range. Ça sert dans de multiples contextes, et notamment celui-là, dans le cadre d'un breakout trop violent, où la clôture de la bougie 15 minutes se met en place ici, vous ne pouvez pas vendre là. L'objectif étant ici, vous devez avoir un ratio proche d'1 pour 1. Autrement dit, si vous vendez là, avec un stop loss qui doit être à peu près par là, non. Là, vous risquez beaucoup plus que ce que vous espérez gagner, ça ne marche pas. Le ratio risque-rendement est beaucoup trop en votre défaveur. Vous allez donc devoir attendre un effet de rappel. Okay? Ça, c'est ce que je vous explique dans cette notification. Quand le break est trop violent, il faut parfois un pullback. Dans ces cas de figure, on revend sur le prix de la troisième borne de range. C'est aussi pour ça qu'il faut savoir la placer correctement. Okay? Donc bien comprendre que le prix à revendre ici, pour moi, c'est toujours cette troisième borne de range. C'est là où je vais me positionner vendeur sur le breakout. Et si le breakout est trop rapide, je vais mettre un ordre dans le carnet pour attendre. Autrement dit, moi j'ai vendu là et j'ai repris une petite position à 25% ici. Okay, donc j'ai renforcé 25% de la taille de position là. Une fois qu'on a clôturé le 15 minutes, j'ai revendu une nouvelle fois le pullback, 25%, et après j'ai attendu qu'on vienne chercher ma zone d'objectif. Alors là, c'était la zone d'objectif en 3 minutes, mais moi, celle que je visais, c'était la zone d'objectif en 15 minutes. D'accord? Qui, là, en l'occurrence, a été la même, mais ce ne sera pas toujours le cas. Hein. Mais visez toujours, quand vous avez un breakout, le breakout de l'UT la plus grosse. Donc là, voilà. Là, le breakout qu'il fallait viser, la target de break qu'il fallait viser pour sa prise de profit, c'était ici. D'accord? En l'occurrence, là, c'était le même prix, 385, et c'était la même target de mémoire en 3 minutes. Voilà, donc là vous aviez les deux targets au même endroit. Ça facilitait un peu le truc, mais normalement c'est toujours celle de l'UT supérieure que vous devez prendre pour référence. Donc autrement dit, quand vous prenez ces trades en breakout, votre objectif, d'accord, votre limite, elle est là. Ça veut dire que si on vient chercher ce prix, vous récupérez vos profits, terminé, on ne va pas chercher à savoir plus loin, plus machin, voilà. C'est de dire, à ce stade-là, on est dans le trade. Donc on surveille la gestion du risque, on regarde s'il y a des signaux de 3 minutes inquiétants qui arrivent, ou des signaux 15 minutes. À ce stade-là, on ne fait que regarder ce qui se passe dans le marché. Preuve à l'appui, qu'est-ce que je vous dis de faire à ce stade? Blablabla, c'est-à-dire que votre stop ne doit pas vous coûter plus cher que votre objectif. Donc, quand vous rentrez ici, vous savez que l'objectif est là, votre stop loss, il ne peut pas être plus haut que 11 812. D'accord? Vous le placez en conséquence, il faut que ce soit proche d'1 pour 1. Voilà. Évidemment, si par exemple, ici vous aviez un petit sommet intermédiaire et que votre stop loss est juste en dessous, payez un petit peu plus cher pour mettre votre stop au-dessus. Voilà, ça met toujours un petit peu plus de sens. Voilà, mais c'est de dire, votre ratio doit être proche de 1 pour 1 dans ces stratégies-là. OK? À ce stade-là, vous la placez par rapport à votre objectif théorique, qui est votre target 15 minutes. Autrement dit, vous dimensionnez votre stop loss par rapport à l'espérance de gain. Mais ça veut aussi dire que quand on arrive sur la zone de gain, il ne faut pas faire le mariole à dire « Ah ben non, j'ai l'impression que ça va vite et que ça va aller plus loin, je continue de jouer cette musique ». Ben non. En fait, quand vous atteignez ici, il y a une limite. C'est-à-dire qu'ici, on met un ordre limite dans le marché, on se barre. La stratégie s'arrête ici. On ne cherche pas le point bas du marché. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de prendre un trade dans un cadre spécifique et de respecter la gestion du risque de ce cadre. OK ? À ce stade-là, qu'est-ce qui se passe? On arrive sur l'objectif, journée finie, terminée. Autrement dit, si je résume l'activité de trading, dans le temps, en quoi elle a consisté pour moi cette journée? Mettre en place mon plan, okay, positionner ma troisième borne de range, attendre la quatrième. Elle a commencé à se valider ici, elle s'est confirmée à ce moment-là, ici. Alors évidemment, comme moi je recherchais le trading de cette quatrième borne, j'avais une première option ici,
Manque de peau, ce matin, j'étais encore en train d'amener mon petit à l'école, donc celle-là, je ne l'ai pas vue, mais vous voyez qu'encore une fois, l'algo fait quand même pas trop mal son boulot. On invalide cette pattern par un breakout, mais un breakout de range, ce qui m'invite à penser qu'évidemment, on ne fait qu'élargir la structure de range et rien de plus que ça. On déclenche un deuxième signal ici, validé sur le time frame 15 minutes, qui m'invite donc bien ici à penser qu'on a juste étendu ma quatrième borne à un niveau légèrement supérieur pour venir chercher comme par hasard, quoi donc, le Fibo 23. Ok ? Donc ici évidemment que je prends le trade, là je choisis de ne pas faire ma gestion du risque parce que je suis agressif, évidemment des fois ça me sert, des fois ça me dessert, mais voilà, je choisis de faire l'option la plus agressive, stop break-even et rien d'autre. Je me fais stopper à break-even, j'ai un signal qui me permet de comprendre que c'est qu'un piège et qu'il faut re-rentrer, je re-rentre, et cette fois je fais la même chose, je ne prends pas de gestion du risque, le breakout se met en place, je renforce ma position, je re-renforce une deuxième fois et je récupère mes gains. Évidemment, comme j'ai pu renforcer 2 fois la position, ici, j'ai fait une chose, j'ai pris que ces 2 positions-là et un petit bout de celle-là. J'ai pris 50% de mes profits, ça me permet de payer un stop loss vers 250 et le reste, je le garde en swing. C'est-à-dire que si vous voulez résumer tout le principe et toute la stratégie, d'accord, le Nasdaq, j'ai maqué complètement mes breakouts hier parce que j'étais pas là. Mon objectif de la journée, c'était de rattraper ce trade et ce raté sans prendre trop de risques et en essayant autant que faire se peut de pouvoir payer un stop loss vers cette zone-là. D'accord ? La zone de rupture, donc la zone des 200-250. Est-ce que j'ai fait mon travail aujourd'hui ? Oui. Est-ce que j'ai pris beaucoup de risques pour le faire ? Non. Est-ce que j'ai fait mon travail de gestionnaire ? Oui. Ok ? Donc, évidemment, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de patterns à mettre en place, donc il faut bien maîtriser ces stratégies de pullback, mais vous voyez qu'en soi, ce n'est pas si subjectif que ça. J'ai fait qu'utiliser des règles qui peuvent être un peu complexes et compagnie, et si évidemment je vous sors toute la montagne d'un coup, ça peut aller très vite. C'est-à-dire que si je vous fais vraiment dans ma tête ce qui s'est passé, c'est vraiment ça. Je rate mon trade, du coup j'attends de voir au moins le mouvement où ça freine, la divergence, je vois ma divergence, je me dis ok, le lendemain je vais avoir un suivi de tendance, donc je vais attendre que le marché tape des bornes. J'attends que le marché tape des bornes. Ici j'aurais pu trader, mais il n'y avait pas le Fibo 23, donc je ne l'ai pas fait et de toute façon j'étais pas là. Et si je l'avais fait, j'aurais pris une très petite taille de position. Le marché déborde pour venir chercher le Fibo 23, je rentre en position sur mon signal parce que c'est ma stratégie, je prends du risque, je me fais invalider, je re-rentre parce que je ne vois rien. Ici, on revient chercher, j'ai une pattern qui me dit que j'ai 90% de chance d'avoir le breakout, j'hésite pas à payer le breakout, on fait un petit pullback après l'avoir confirmé en 15 minutes, parce qu'il faut bien comprendre que en fait, c'est quoi la différence entre ces deux positions? C'est que là, j'ai tradé le breakout en 3 minutes, d'accord? Je n'ai pris ce trade que parce que j'ai vu la target se mettre en place en temps réel. Quand je vois la target arriver, c'est là où je paye, hein. Donc évidemment, quand ça met la target, ça la met ici, c'est-à-dire à la clôture de cette bougie. À ce moment-là, je ne paye pas à ce prix-là, je mets un ordre dans le carnet sur ma 3e borne. J'ai payé 2 fois le même prix ici, hein. Voilà. Et c'est toujours ce prix-là que je paye. La bougie, le cours d'ouverture de la bougie de renversement de la 3e borne de range. Ok ? D'où l'intérêt de placer ces 3e bornes de range. Je prends un deuxième trade derrière, un deuxième renfort en breakout, après la clôture 15 minutes ici, qui a déclenché à son tour une autre target. Okay, c'est-à-dire, j'ai eu ma target en 3 minutes, j'ai eu la même target en 15 minutes derrière. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets en place la même stratégie sur le 15 minutes. La petite stratégie sur laquelle je vous ai envoyé la notification, de vous dire, OK, on a une bougie de breakout en 15 minutes, une target, je peux donc mettre en place cette stratégie en 15 minutes également. Après, on ne double pas la taille de la position, ça reste un trade en breakout, ce sont des renforts qui permettent de maximiser le rendement, mais il ne faut pas prendre trop de risques non plus. Voilà. Ok, à ce stade-là, là, c'est vraiment aller beaucoup trop vite pour un trade, on va dire, conventionnel de ces stratégies-là. Normalement, ça prend quand même un peu plus de temps. Donc là, on l'a fait, on va dire, en avance rapide aujourd'hui, ce qui a causé encore une fois quelques petits débordements parce qu'on a vraiment un trading de momentum débile en ce moment. Et il n'y a qu'à voir la façon dont ça a été tradé à court terme pour voir qu'il y a vraiment une très belle gestion du risque dans ces marchés en ce moment. Non, voilà, ils s'en battent les couilles, ils vont en ligne droite. Merci les traders Robinhood et le HFT. Mais voilà le monde dans lequel on vit. Bref, moi, pour ma part, c'est ici que la stratégie s'arrête. Je me fiche de savoir qu'on rajoute 200 points de baisse derrière. Tout ce qui m'intéresse, c'est que j'avais un objectif. Il a été atteint. Je ne cherche pas à aller plus loin. OK ? Voilà comment ça se passe. Je prends le temps de répondre à vos questions pendant 10 minutes. N'hésitez pas à poser des questions, il n'y a pas de questions bêtes. Et surtout, rappelez-vous ce qu'on a dit au début. Vous êtes les dignes représentants de tous ceux qui sont soit de la majorité silencieuse, soit de ceux qui n'ont pas le luxe de pouvoir être là avec nous en ce moment et qui sont donc en train de travailler et qui regarderont ça en replay. Donc,
toute question est bonne à prendre, et pensez surtout que vous pensez probablement la même chose que d'autres, donc si vous avez le moindre doute, si j'ai été un peu trop vite sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire. Alors, ce suivi de swing installé, tu attends quelle structure désormais? Celle que je vous ai donnée en intro, c'est-à-dire à ce stade, ce qui me semble le plus probable, c'est comme on a maintenant une structure de tendance mature et complète en 15 minutes, qui est donc ici une structure que vous connaissez, donc j'espère que vous apprendrez à connaître, qui est donc une phase de range ici très rapide, puisqu'on a donc un renversement tendance haussière, tendance baissière assez particulier, mais qui est inhérent au contexte excessif et au contexte de bulle dans lequel nous étions. Normalement, ça doit être précédé d'un range, c'est-à-dire qu'on doit taper plusieurs fois les bornes avant de pouvoir renverser une tendance. Ici, on s'en fout, c'est sommet, creux descendant, et c'est parti. Ici se met en place le breakout, on le voit par les multiples patterns de break. Bref, encore une fois, ce n'est pas subjectif. Ici, on dérouille les contextes, on tient les breakouts, on déborde les targets. C'est de la tendance baissière, il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, attention, ça peut être des pièges de volatilité où des fois, le marché replie violemment, fait ses fameux V-bottom. Là, on voit que ce n'est pas le cas. On voit que ça ne se replie pas hier soir. On vient bien chercher un signal 15 minutes en exit qui me permet de dire on va probablement se calmer à court terme et je vois que le momentum ralentit. Tac, tac, c'est bien probablement ma phase de divergence, suit ma phase de pullback, okay, qui est donc un range mature du T inférieur. Là, en l'occurrence, on a construit notre range en 3 minutes. On retrouve ici notre signal d'entrée avec sa pattern de tendance sur le canal de tendance. On retrouve le petit excès ici en surachat, même chose, ça dérouille. On vient chercher le débordement de contexte avec des targets de break, autrement dit, breakout, divergence, pullback, excès final. Ça, c'est un schéma classique de tendance. Une phase d'accumulation très courte ici, puisque retournement en V-top, breakout, divergence, pullback, excès final. Donc, on termine un schéma global de tendance ici, très académique encore une fois. Donc, à ce stade-là, qu'est-ce qui se passe? Deux choses. Le potentiel baissier est extrêmement limité. La probabilité de voir cette tendance se poursuivre n'est pas nulle, parce qu'encore une fois, une tendance peut devenir excessive, puis carrément bullesque, etc. Donc là, on a une pattern de fin de tendance. Théorique. À ce stade-là, le plus probable, et non pas ce qui va se passer, c'est que des trois options d'état de marché, haussier, baissier, neutre, on peut raisonnablement en supprimer un. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se produire, ça veut dire que les probabilités qu'il se produise sont relativement faibles. Donc, on efface la probabilité baissière, nous reste donc le range et la hausse. Est-ce que j'ai l'impression que ce marché va être haussier alors qu'on vient d'avoir une bulle de connard dans l'autre sens? Ça ne veut pas dire que ça n'a aucune chance de se produire, mais ce n'est pas le scénario que je vais favoriser. Donc, par élimination, j'élimine la poursuite baissière, du moins pour l'instant, j'élimine la reprise haussière parce qu'elle me semble assez peu probable, il me reste le range. Donc oui, et la question que je me pose maintenant, c'est quel type de range? Si je me mets à avoir un range mature en 15 minutes, c'est-à-dire, rappelez-vous, la même structure que ce qu'on a connu en 3 minutes, si maintenant on se met à taper 4 fois mes bornes en 15 minutes et qu'on ne retrace pas plus de 23 ou 38% du mouvement global, à quoi est-ce que je vais avoir affaire? Non pas une troisième borne de range, mais un pullback. Mais un pullback en 15 minutes. Donc je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais qu'aujourd'hui, il y a deux zones techniques qui m'intéressent. Au moins 61% de retracement et 76% pour des troisièmes bornes de range. Et dans ce cas-là, je trouverai des time frames qui corroborent. Ce seront probablement des UT horaires, dans lesquels le contexte horaire sera probablement orienté à la baisse et on trouvera des signaux par là. Ou alors, on fait un range mature 15 minutes qui n'arrive pas à retracer. Et dans ce cas-là, je mettrai en place la même stratégie que celle qui a été faite ce matin, mais sur un time frame supérieur. Je ne sais pas ce que va faire le marché, je ne sais pas avec quoi je vais me réveiller lundi matin. Tout ce que je sais, c'est que les zones sur lesquelles je vais travailler nécessitent de l'attente ou 61% de retracement. Terminé. Je ne sais pas ce que va faire le marché, je sais juste ce que moi je vais faire et je réajusterai en fonction de ce qu'il va m'apporter. S'il m'apporte des choses qui n'ont rien à voir avec ces deux contextes-là, par exemple, il continue de chuter et il continue de me disloquer les contextes, dans ce cas-là, je vais voir une tendance excessive qui est tout à fait probable dans le contexte dans lequel on est. Rappelez-vous, on a quand même affaire à une bulle, donc ça peut très bien se réverser extrêmement violent en mode on dérouille tout parce qu'il y a un énorme catalyseur baissier, mais pour l'instant, ça ne me semble pas être la stratégie la plus probable. Donc, pour moi, je favorise plutôt le range, soit un range carrément retracement du mouvement baissier, soit un range mature mais qui ne parvient pas à retracer, autrement dit, il n'y a toujours pas de demande acheteuse. Après un range mature, on va très probablement réattaquer le même type de structure qu'aujourd'hui. Des breakouts, peut-être des recherches de bornes de volatilité, bref, en fait, la même chose que ce qui s'est passé aujourd'hui, mais sur des time frames supérieurs.
Et comprenez qu'en fait, c'est que ça le marché, c'est des patterns, il y en a beaucoup, certes, mais elles s'apprennent petit à petit, les unes après les autres, mais c'est surtout d'apprendre à les appliquer sur différents contextes, d'apprendre à les hiérarchiser sur différents timeframes, et surtout de comprendre que la troisième borne de range, elle se gère sur 2 timeframes, le suivi de tendance, ça se gère sur 3 timeframes, le reverse, ça se gère sur 4 timeframes, et c'est ça qui rend ces stratégies beaucoup plus complexes, parce qu'elles nécessitent une hiérarchisation dans votre tête. Il faut que tout soit bien à sa place, si vous voulez profiter de ces contextes plus avancés. Ok ? Si vous avez d'autres questions, je prends. En tout cas, moi, j'ai fini la présentation. Il est pratiquement 18h, je vais devoir m'arrêter après. Donc, je peux prendre encore quelques questions. Mais sinon, si vous n'en avez pas, après on s'arrête. Donc rappelez-vous, pas de questions stupides, et si vous vous posez cette question, vous n'êtes probablement pas le seul à le faire, donc si vous la posez, vous vous rendez service à vous, et probablement pas qu'à vous non plus. S'il n'y a pas de questions, c'est que tout est clair. Voilà. Mais après, moi, si tout est clair, ça me va très bien. Hein, voilà. Mais en théorie, ce que je fais aujourd'hui, c'est vous montrer en conditions réelles comment je travaille, comment j'arrive à prévoir les structures de marché, et non pas à prévoir le marché, mais simplement essayer de naviguer de façon spéculative, alors que je ne sais pas ce qui se passe, que personne ne sait, mais que comme on cherche tous, il y a des structures qui se mettent en place. Après, je ne suis pas parfait, mais là, aujourd'hui, j'ai fait mon travail parfaitement. J'ai absolument rien à me reprocher. Toutes les décisions qui ont été prises étaient exactement les bonnes, prises au bon moment. Ce n'est pas toujours le cas. On est bien d'accord, mais c'est pour vous donner un aperçu de ce que vous devriez être capable de faire quand vous avez un niveau expérimenté. Et vous vous rendez compte que ça va bien au-delà de la troisième borne de range. Mais le but aussi aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre que cette troisième borne de range, elle n'est pas là pour rien. Et je ne vous apprends pas cette pattern au début pour rien non plus. Parce qu'elle a une importance capitale dans la gestion des risques derrière, y compris dans les trades en suivi de tendance, y compris dans la structure de vos ranges. Parce que là, il suffit que la troisième borne de range, vous ne la voyez pas ici. Et en réalité, tout ce qui se construit derrière ne marche plus. Et quand on fera le cours sur la troisième borne de range, vous verrez qu'il faudra aussi que je vous apprenne à détecter les faux signaux. Les indicateurs ne sont pas parfaits. Ils réagissent très bien 95% du temps, mais il y a 5% du temps où l'indicateur va être un peu en retard ou un peu en avance, et il va mal positionner votre troisième borne de range, ou en tout cas il va fausser votre lecture. Donc on fera, dans le cours troisième borne de range, comment détecter les troisièmes bornes de range qui ne sont pas bien placées. Et on verra aussi comment les trouver avec des outils qui ne sont pas mais les miens. Voilà. Alors, le moment où tu aurais entre position, tu n'as pas pris en compte à cause de la volatilité. Alors ça, c'est une pattern. Bon, je peux l'expliquer rapido. C'est vrai que je suis passé un peu vite dessus, donc je vais le refaire. Cette pattern-là, c'est une pattern très spécifique. Alors, j'ai mis volontairement ce code couleur là-dessus, c'est-à-dire c'est un signal orange, tout comme les alertes de contexte, etc., parce qu'elles doivent effectivement donc vous alerter d'un risque. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trader, ça veut juste dire qu'il y a un risque volatile. Ça veut dire que les zones spéculatives de votre marché, en tout cas, ça veut dire que l'algo, il détecte que c'est le foutoir. En fait, en termes de cycle, là il dit ok, moi là les cycles c'est n'importe quoi, donc j'ai l'impression que tu es dans un range, mais le truc c'est que je ne peux pas capter quelle forme a ce range parce que ça break dans tous les sens trop vite. Autrement dit, il va dire j'ai l'impression que c'est n'importe quoi, essaie de voir s'il n'y a pas autre chose qui est en compte, et souvent c'est que le marché recherche les bornes de volatilité. Donc encore une fois, ce n'est pas une pattern qui marche à 100%, mais cette pattern elle va généralement dire que quand tu vois ça, ça veut dire que le marché va essayer d'aller taper une borne de volatilité, c'est-à-dire une bande de Bollinger. Ok ? Là, pour le coup, ça n'a pas raté. Donc après, c'est une pattern. Elle n'est pas valide 100% du temps, mais comme on l'a dit tout à l'heure, ce qui m'a permis de rentrer en position, et là, pour le coup, je suis rentré tout en haut. Hein. Là, c'est quasi perfecto. Alors, c'est pas tout en haut, mais je suis rentré par là. C'est bien de dire, là, j'attends pas spécialement un signal, parce que là, en fait, mon signal, c'est la bougie qui signale, et le fait qu'on soit sur un cluster technique, le haut de mon range, la borne de volatilité. Là, sincèrement, normalement, j'aurais dû trader à proximité du Fibo 38, mais j'ai suffisamment d'éléments m'indiquant que je m'en bats les couilles, je vais rentrer maintenant. Par contre, ici, je ne mets pas mon stop loss là. Je sais très bien qu'on peut aller chercher le Fibo 38, donc dans ce cas-là, évidemment, je mets quand même un stop loss un peu supérieur. Enfin, je le mets un peu au-dessus du Fibo 38. Voilà. Donc après,
Ça, on est vraiment là. Pourquoi je suis rentré ici? C'est de la gestion du risque. Je ne suis pas rentré ici juste parce qu'il y a le signal. Je suis rentré ici parce qu'il y a le signal, parce que la bougie était signalée, parce que j'avais déjà eu une pattern de TP, parce qu'on était sur le haut du triangle, parce qu'on était sur la borne de volatilité avec cette alerte-là. Voilà, un TP, c'est une pattern dont je sais que le marché va généralement la déborder. Donc en fait, on déborde juste mon TP et on va chercher la borne de volatilité. Tous ces trucs-là m'invitent à penser que le marché ne fait qu'un excès et que je dois me repositionner. Comment j'en arrive à la conclusion? C'est un peu subjectif, j'en conviens, mais encore une fois, ici, normalement, les expérimentés peuvent témoigner, ils connaissent cette pattern, ils savent comment on la gère. C'est pas, voilà, c'est pas juste j'invente des trucs, hein. Je sors pas ces machins-là de mon chapeau. Il y a vraiment des règles rationnelles qui permettent de réduire le risque de se planter ici. Ça ne veut pas dire que je savais ce qui allait se passer, ça veut juste dire que je réduisais mes risques. Donc que je faisais mon travail. À partir de là, je ne cherche pas à voir plus loin. Ok, j'ai 5 minutes. Même pas. Parce que mon pote arrive. Ok, super. Donc comme on l'a dit, je répète aujourd'hui juste en vue de conclusion, c'est pas une émission éducative, c'est une émission que je mettrai en genre travaux pratiques. C'est plus de dire, aujourd'hui c'est une mise en circonstances réelles qui vous permet de voir comment les choses s'orchestrent. Mais encore une fois, toutes ces patterns, tous ces schémas, on prendra le temps de les redévelopper petit à petit dans une structure. Autrement dit, aujourd'hui, vous pouvez être bourré d'informations. Le but n'est pas que vous les compreniez toutes, mais juste qu'elles s'impriment dans un coin de votre cerveau parce qu'on va les réorganiser après dans les émissions éducatives. Donc aujourd'hui, c'est plus un TP qu'un cours éducatif. Okay, mais il me semble que c'était important de faire ce travaux pratique aujourd'hui. En tout cas, voilà, ça me paraît bien. Et surtout, bah voilà, c'est aussi un petit gros fuck à ceux qui m'emmerdent dernièrement, puisque bah voilà, là je vous ai tout fait annoncer avant, trader en temps réel, etc. Je ne pouvais pas faire mieux que ça pour redonner un peu et redorer mon blason en termes de légitimité. Voilà, hein. Donc j'invente pas ces trucs, je vous apprends comment on décrypte tout ça, et surtout j'essaie de vous le donner avant que le marché réagisse, sinon c'est un peu trop facile. Voilà. Allez, je vous laisse, bye bye, bon week-end, on fera les émissions classiques du week-end pour débriefer tout ça sur les timeframes supérieurs. Donc tout ce dont je vous ai parlé, de la façon dont tout ça pourrait s'orchestrer sur les timeframes supérieurs, bien évidemment qu'on en parle dans l'émission du week-end. Voilà, ciao ciao. Ah bah tu vois, divergence horaire sur le Nasdaq, ça ne fait que confirmer ce que je te disais, hein. On va probablement faire des pullbacks sur les unités supérieures. On parlera de tout ça en temps et en heure.